Alors que je me tenais sur un terrain déserté de Chicago, par une morne journée de novembre, et que j'observais mon environnement, j'ai senti le vent glacial me mordre. Alors que le vent balayait sans relâche le terrain, de petits morceaux de verre, de bois et de murs secs tachés de suie s'éparpillaient sur le sol, et des fragments de déchets légers sautaient dans l'air. Il m'est apparu que ce spectacle reflétait parfaitement la vie que je menais à l'époque, une enveloppe calcinée et sans vie, symbole d'isolement, de ressentiment et de déception. J'ai continué à penser à ce que je pouvais faire avec le peu qu'il me restait, tout en donnant des coups de pied dans un morceau de béton. Quelques semaines après avoir eu 29 ans, j'ai rencontré Olivia lors d'un événement caritatif. Mon grand-oncle Seth, actionnaire principal et PDG, m'avait dit d'aller représenter l'entreprise, de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être même de faire des affaires. Des personnages qui se prenaient pour Mère Teresa parce qu'ils essayaient de récolter quelques milliers de dollars pour construire une bibliothèque locale ont rendu l'événement extrêmement ennuyeux et plein de personnages théâtraux et imbus d'eux-mêmes. Elle s'est glissée dans le siège à côté de moi, a souri jusqu'aux oreilles et a commencé à parler comme si nous étions de vieux amis, tandis que je faisais semblant d'être cordial en hochant la tête et en souriant distraitement, en me mordant la langue jusqu'au sang et en espérant désespérément, d'une manière ou d'une autre, avoir l'occasion de partir plus tôt. Olivia était une belle femme élancée, aux cheveux bruns et à la peau bronzée, qui respirait la confiance et facilitait la conversation. Je n'ai jamais été à l'aise en société, mais j'ai toujours été un homme raisonnablement motivé et compétitif à l'école, dans les affaires et dans le sport. J'ai eu du mal à acquérir une quelconque expérience avec les femmes parce que j'étais très engagé dans ma profession depuis l'école de commerce et parce que je suis naturellement mal à l'aise en société. J'étais si timide que j'invitais rarement les femmes à sortir avec moi, sauf si nous nous connaissions depuis longtemps. Cependant, je n'ai pas pu résister à Olivia et je l'ai invitée à dîner à la fin de la soirée. J'ai été agréablement surpris de constater que nous avions de nombreux centres d'intérêt en commun et beaucoup de sujets de conversation, nous avons donc passé une journée fantastique. Il était évident que nous allions passer beaucoup de temps ensemble lorsque je l'ai ramenée à la maison, car j'étais tombé amoureux d'elle et il semblait qu'elle ressentait la même chose. Au fur et à mesure que notre histoire d'amour prenait de l'ampleur, nous avons eu des rendez-vous sporadiques pendant quelques mois. En un rien de temps, nous nous voyions plusieurs fois par semaine et nous nous envoyions en l'air à chaque fois. Je ne savais pas quoi faire pour ne pas la blesser ou l'effrayer définitivement, même si je l'aimais bien et que j'avais envie d'avoir des relations sexuelles avec elle. Une fois, Olivia a ouvert mon pantalon et m'a entraîné dans la maison par le seul membre que j'étais sûr de suivre, au lieu de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit devant sa porte d'entrée, montrant ainsi clairement qu'elle pensait que je traînais trop les pieds. Même si j'avais peu d'expérience sexuelle, j'étais loin d'être vierge, et j'avais toujours pensé que le désir sexuel était exclusivement l'apanage des hommes. Olivia n'a pas perdu de temps pour m'ôter cette idée de la tête. Lorsque nous avons fini de chevaucher, j'étais vraiment épuisé, à côté d'elle, un taureau mécanique paraissait bien léger. À ce moment-là, je n'avais jamais pris autant de plaisir à faire quoi que ce soit. Au fur et à mesure que notre lien se renforçait, nous avons commencé à avoir des rapports intimes plus fréquents et plus faciles. Un peu plus d'un an après notre première rencontre, nous nous sommes mariés et nous avons rapidement commencé à vivre ensemble. Nous avons déménagé dans une maison de 4 chambres à coucher dans un joli quartier bordé d'arbres, nous avons fait des travaux d'aménagement paysager et nous avons eu un chien. La vie conjugale a été parfaite pour moi à presque tous les égards, elle a enfin mis fin à une forme de solitude à laquelle j'avais évité de faire face, elle m'a apporté un soutien émotionnel inébranlable, elle m'a permis d'éprouver le plaisir physique d'une sexualité épanouie et elle m'a permis d'aimer et d'être aimé. J'ai obtenu plus que ce que j'aurais pu espérer. Naturellement, il y a eu quelques problèmes. Olivia était un peu rebutée par ma disponibilité et, je suppose, par quelques autres comportements parce que j'étais toujours un peu surmené au travail. Bien sûr, je trouvais aussi certains aspects agaçants. Le problème le plus important était peut-être le temps excessif que nous devions passer à interagir avec ses proches. Comprenez bien que je n'avais aucune rancune à l'égard de sa famille, au contraire, je trouvais que c'étaient des gens honnêtes, gentils et agréables, je ne souhaitais simplement pas passer un temps excessif avec eux. Ses parents étaient chaleureux et accueillants et semblaient m'apprécier, néanmoins, ils nous faisaient souvent la leçon sur les valeurs de la vie et faisaient pression sur nous pour que nous fondions une famille. Je n'étais pas vraiment irrité parce que nous n'étions pas là très longtemps, ce n'était donc pas très grave. Mindy, sa jeune sœur, et son mari m'ont causé un peu plus de problèmes. Mindy ressemblait à Olivia par sa taille et sa corpulence, bien qu'elle fût plus petite et plus trapue. Quand Olivia était là, elle ne s'éloignait jamais plus de quelques minutes de son côté, et elle s'habillait et parlait exactement comme Olivia. Nous passions beaucoup de temps ensemble parce qu'elle et son mari vivaient à moins de 15 minutes de chez nous. Ils étaient comme des jumeaux siamois virtuels, discutant constamment, riant de blagues internes et complotant secrètement quelque chose. C'était assez ennuyeux qu'elle ne soit pas vraiment avec moi alors qu'elle était avec Mindy,
même si je suppose que cela pouvait être dû à la jalousie. Il n'y a probablement rien de mal à cela. Même le conjoint de Mindy n'a pas réussi à améliorer la situation. Bruce était un grand et bel homme, facile à vivre, sociable et, à mon avis, pas très intelligent. Son sujet de conversation favori, et souvent unique, était l'entreprise de meubles de geôlier qu'il avait hérité de sa famille. Il se vantait de la gestion impeccable du magasin et du fait que personne d'autre dans l'industrie du meuble ne pouvait se comparer à lui, comme s'il s'agissait de Microsoft et qu'il était Bill Gates. Je pensais que toute personne ayant ne serait-ce qu'une vague connaissance du monde des affaires aurait deviné que Bruce était en quelque sorte responsable des difficultés du magasin, d'où le problème de ce point de vue. Mais je souhaitais l'harmonie et le bonheur d'Olivia, ce qui incluait le maintien de relations amicales avec sa famille. Par conséquent, j'ai passé de nombreuses nuits à hocher la tête sans réfléchir devant le bourdonnement incessant de Bruce. Je suis un enseignant. Olivia m'a demandé de donner un coup de main à Mindy et Bruce après que nous ayons été mariés pendant environ 2 ans. Elle avait préparé un dîner élaboré avec des bougies, de la musique douce et une tenue qui laissait présager une nuit épanouie au lit. J'ai donc supposé, comme tout conjoint inexpérimenté, qu'elle espérait simplement une merveilleuse partie de jambes en l'air avec moi. Cependant, ses véritables intentions sont devenues évidentes au fur et à mesure que la nuit avançait. Elle n'arrêtait pas de s'extasier sur notre bonne fortune et sur le fait que nous pouvions vraiment faire la différence dans la vie des gens grâce à notre salaire élevé. Elle a continué en avouant son inquiétude pour Mindy et Bruce, qui survivaient à peine, tout en feignant la détresse. Bruce était incapable de faire l'inventaire de son étage sans aide, et il était également endetté et incapable d'effectuer ses paiements. J'ai sauté la partie ennuyeuse et je suis allé droit au but parce que je voyais où cela allait nous mener. Combien veulent-ils livres? J'ai vu que j'avais interrompu son cours parce qu'elle s'est arrêtée et a arqué les sourcils. Elle a jeté un coup d'œil timide dans mes yeux après s'être mordillé la lèvre pendant un moment, réfléchissant manifestement. Il a besoin de 50 ou 60 000 $. Cela les rendrait libres et quittes. J'ai failli m'étouffer. Nous nous en sortions bien, mais il y avait un énorme trou dans notre fonds d'urgence parce que la majeure partie de mon argent se trouvait dans un trust familial. Même si je savais que le trust pouvait être utilisé pour accéder à des fonds en cas d'urgence, je n'avais pas hâte de devoir l'expliquer à Bernie Blackman, notre principal avocat d'affaires, qui était également responsable du trust. Il se conformerait à mes demandes, mais je suis sûr qu'il me poursuivrait longtemps pour récupérer les fonds. Il faisait simplement son travail de protection des fonds fiduciaires et de l'entreprise avec le plus grand sérieux, ce n'était pas un dur à cuire. En y réfléchissant, je me rends compte que c'est l'une des rares occasions de notre mariage où j'ai tenté de refuser la demande sérieuse d'Olivia. Je ne sais pas, Liv, c'est beaucoup d'argent. Un air renfrogné s'est répandu sur son visage. Mindy dit qu'il a de bonnes idées et qu'ils rembourseront tout de suite. Ils sont bons pour l'argent, si c'est ce qui t'inquiète, j'en suis sûr. Honnêtement, j'avais des doutes à ce sujet. En fait, j'étais certain qu'envoyer l'argent à Bruce reviendrait à jeter l'argent par les fenêtres, mais je voulais qu'Olivia soit heureuse, alors j'ai fait un chèque de 60 000 $, en informant fermement Olivia que nous devrions réduire nos dépenses jusqu'à ce que l'argent revienne. J'ai entendu dire un jour que lorsqu'on prête de l'argent à des proches, il faut s'attendre à ne jamais le revoir. Au cas où il ne vous rembourserait pas, cela vous aiderait sur le plan émotionnel, de sorte que votre relation n'en souffrirait pas. C'est pourquoi j'ai considéré cela comme un cadeau. Un legs de 60 000 $ à la sœur d'Olivia et à son beau-frère plutôt inepte, dont je ne pensais pas qu'il les aiderait beaucoup, même avec l'argent, je ne pensais pas qu'il était un assez bon homme d'affaires pour sauver leur magasin. Même si j'étais malheureux, je me sentais obligé de jouer le rôle de l'homme gentil pour elle et sa famille. J'ai embrassé 60 000 $ dans l'espoir qu'il m'apprécie. Je suis enseignant. Environ 3 ou 4 mois après avoir prêté les fonds à Bruce, je me suis retrouvé chez moi, à la recherche d'une clé USB contenant des données cruciales. J'ai cherché dans toute la maison, car j'ai une fâcheuse tendance à mettre des choses importantes dans des endroits bizarres par accident. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai regardé sous le lit, autour du bureau et partout où j'ai l'habitude de regarder après avoir épuisé tous les suspects habituels. En me levant, j'ai pu constater que tout était plus en désordre que je ne l'avais imaginé et anormalement bosselé, du moins selon les normes domestiques d'Olivia. Les draps et les couvertures avaient manifestement été remontés à la hâte, comme si quelqu'un avait dormi là-dedans. Sur le moment, cela n'avait pas l'air de grand-chose, mais j'en ai parlé en passant, le soir même, en discutant avec Olivia. Et, quelqu'un a dormi dans le lit d'amis? J'y suis allé tout à l'heure et il était plutôt chiffonné. Olivia était anxieuse et rougissait alors qu'elle commençait à marmonner une réponse. Eh bien, j'ai fait une sieste tout à l'heure. Désolé. Je faisais un peu de ménage et j'étais tellement épuisé que j'ai sauté dans le lit et je n'ai pas eu le temps de le nettoyer. J'avais une confiance totale dans l'explication d'Olivia à ce stade de notre mariage.
je n'ai jamais envisagé la possibilité qu'elle ait pu être autre chose que la vérité telle que révélée par Dieu. En fait, je me souviens avoir trouvé amusant qu'elle se sente anxieuse ou honteuse d'admettre qu'elle avait besoin de faire une sieste en milieu de journée. Je n'ai pas remarqué que la couverture n'était pas la seule. Olivia n'était pas exactement un modèle de vertu, si l'on en croit un certain nombre d'autres événements étranges et inexpliqués qui se sont produits au cours de l'année suivante. Mais j'étais trop occupé pour y prêter attention. Par exemple, j'ai cru que c'était de l'évangile que son poste d'assistante manager dans une petite librairie indépendante exigeait qu'elle assiste à une réunion hebdomadaire ininterrompue de 5 ou 6 heures. Une réunion si cruciale que je devais à tout prix m'abstenir de la contacter pendant qu'elle se déroulait. Les petits bleus qui apparaissaient sur son corps, certains dans des zones très intimes, et les sous-vêtements que je n'arrivais pas à retrouver m'ont également été expliqués de toutes les manières possibles et imaginables. Ensuite, il y a eu l'incident du jus d'orange. Olivia avait commencé à fréquenter un nouveau supermarché chic, ce qui était bien en soi mais signifiait qu'elle ne pouvait pas se procurer beaucoup de mes produits préférés, y compris le jus d'orange que j'adorais. Après que j'ai exprimé mon mécontentement et demandé qu'elle retourne à l'ancien magasin, elle a maintenu catégoriquement que le nouveau était supérieur et beaucoup plus pratique pour elle, car il était situé sur le chemin du retour de ses réunions du mardi. Le fait qu'elle préfère les épiceries n'est peut-être pas, à première vue, un indicateur d'infidélité, mais c'est cet élément d'information qui m'a fait réfléchir et qui a été le catalyseur de la prise de conscience qui m'a brisé le cœur. Je suis enseignante. Moins de 2 ans après le prêt initial, Olivia a commencé à laisser entendre que Bruce et Mindy pourraient avoir besoin d'un financement supplémentaire. Ils n'avaient toujours pas récupéré le moindre centime des $60 000 initiaux, et j'étais réticent à l'idée de me séparer de tout autre argent, surtout pour ce que je considérais comme une entreprise non viable. Dans l'espoir qu'elle comprenne enfin l'idée et qu'elle arrête de demander, j'ai donc ignoré la proposition d'Olivia. Cependant, elle a persisté et a laissé entendre que Mindy et Bruce risquaient de perdre l'entreprise s'ils n'étaient pas en mesure d'acquérir des marchandises supplémentaires et de s'améliorer. Comme j'essayais toujours de maintenir mon image de monsieur populaire, je ne pouvais pas dire non. J'ai donc accepté d'examiner la stratégie commerciale de Bruce et de visiter son magasin pour me faire une idée de ses intentions. Après avoir confirmé qu'il s'agissait d'un mauvais investissement, j'ai pensé qu'Olivia laisserait tomber. Un lundi matin, j'ai rendu visite à Bruce dans son magasin. Comme d'habitude, son exubérance n'avait pas de limite, il m'a fait visiter les lieux, m'a présenté au personnel et a salué tous ceux à qui nous avons parlé avec un sourire et une tape dans le dos, comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Avec conviction, il a détaillé sa stratégie commerciale, affirmant que le magasin pourrait rapidement réaliser un gros bénéfice avec un peu de capital supplémentaire pour augmenter les stocks et effectuer quelques rénovations. Après une demi-heure passée dans son bureau, Bruce et moi avons discuté de mes préoccupations. Je lui ai dit, de la manière la plus courtoise possible, que je pensais que l'entreprise avait de sérieux problèmes. Même avec toutes les améliorations qu'il voulait apporter, je lui ai dit qu'il ne serait pas en mesure d'attirer plus de clients ou de gagner plus d'argent s'il ne parvenait pas à simplifier et à réduire les prix et les coûts. J'ai même délicatement proposé qu'il envisage de vendre l'entreprise et d'accepter un autre emploi, mais il était sur la défensive et continuait d'insister sur le fait qu'un changement cosmétique suffirait à remettre les choses sur la bonne voie. Je me suis senti mal à l'aise de refuser catégoriquement sa demande d'argent, et je lui ai expliqué que je ne pouvais pas lui prêter autant d'argent à partir de mes propres économies et que je devais utiliser le fonds fiduciaire à la place. Je l'ai informé que je reviendrais parler à Bernie afin de faciliter un prêt, mais que je ne pouvais fournir aucune garantie. J'avais l'intention de garder les choses amicales en donnant l'impression que je faisais de mon mieux pour obtenir l'argent pour lui avant d'annoncer la mauvaise nouvelle, et ensuite j'aurais essentiellement blâmé Bernie lorsque nous lui aurions dit non. Je sais que c'était courageux de ma part, mais je ne voulais pas risquer de perdre autant d'argent et je voulais éviter de créer des frictions dans la famille. J'ai toujours fait croire à tous mes proches que Bernie était obligé de garder la mainmise sur la fiducie et que je ne pouvais pas passer outre ses décisions, même si, en réalité, il faisait essentiellement ce que je lui demandais. Faire passer Bernie pour le méchant peut sembler injuste, mais je crois vraiment qu'il aimait jouer ce rôle et qu'il ne s'en est jamais plaint auprès de moi. Bruce m'a donné l'impression qu'il allait acquérir le prêt lorsqu'il a hoché la tête et souri largement à la fin de notre conversation. En partant, il m'a serré la main fermement et m'a tapoté le dos une fois de plus, ce qui n'a fait qu'accentuer mon sentiment de honte. En quittant le parking et en me dirigeant vers l'autoroute, j'ai réfléchi à ma rencontre avec Bruce et j'ai essayé de me purifier mentalement des transgressions de timidité et presque de tromperie que je venais de commettre dans son magasin. Au départ, il s'agissait d'une étrange coïncidence, mais elle s'est rapidement transformée en une idée étrangement troublante alors que je conduisais, presque inconsciente de ce qui m'entourait. C'était une épicerie verte, pas aussi grande que les autres chaînes, avec une grande enseigne, Salvadores, à l'avant. Je me suis dit que je n'avais jamais rien vu de tel, tellement c'était étrange,
mais je me suis alors souvenu d'un nom sur lequel je n'arrivais pas à mettre le doigt. J'ai réfléchi un moment avant de comprendre. Salvadores était le nom du magasin où Olivia avait commencé à faire ses courses, celui qui était tellement plus facile d'accès mais qui n'avait pas mon jus d'orange préféré. À moins, bien sûr, qu'elle ne soit au magasin de meubles, il n'était pas logique que ce magasin soit pratique pour ses activités du mardi parce qu'il était loin de son lieu de travail, de notre maison ou de tout autre endroit où elle aurait pu raisonnablement se trouver pendant la semaine. En y réfléchissant, certaines possibilités inquiétantes ont commencé à me venir à l'esprit. Assis dans le parking de Bruce pendant quelques minutes, je suis passé devant Salvador et je suis revenu au magasin de meubles de Bruce après avoir fait un demi-tour. Après m'être assuré, à l'aide de mon téléphone portable, qu'il s'agissait bien du seul Salvadores de Chicago, j'ai perdu 15 ou 20 minutes à spéculer sur les raisons pour lesquelles elle ferait ses achats dans ce magasin. Je me suis demandé si Olivia n'était pas en train de se rendre dans un club de fitness voisin, de déjeuner avec Mindy ou de s'entraîner dans l'un des autres bureaux de son entreprise. Cependant, je ne pouvais échapper à la pensée qui me ramenait sans cesse à la désagréable réalité. Soudain, j'étais avide de détails supplémentaires, et je les voulais plus que jamais, alors j'ai décidé de m'attaquer à Bruce de front. Je sortis précipitamment de ma voiture et me dirigeai rapidement vers la porte d'entrée du magasin de meubles. En jetant un coup d'œil à travers la vitre, j'ai vu qu'ils étaient ouverts jusqu'à 20h en semaine, sauf le mardi, où ils fermaient à midi. Il y a quelques instants, un soupçon malin a commencé à prendre racine et à se répandre. J'ai frappé à la porte, je suis entré en trompe dans le magasin et je me suis dirigé vers le premier employé que j'ai aperçu, un homme d'âge moyen qui semblait plutôt apathique alors qu'il remuait une tasse de café. « Excusez-moi, mais... »« Excusez-moi, je suis actuellement en vacances », a-t-il interrompu d'un ton interrogateur. « Écoutez, je ne veux pas vous faire perdre votre temps, mais il faut que je parle à Bruce McCoy tout de suite. J'ai discuté avec lui de questions financières importantes et j'ai besoin de plus d'informations. » Je l'ai regardé avec impatience, mais il a ignoré ma demande et a continué à remuer son café, buvant un verre par-ci par-là. Il commençait à expliquer clairement pourquoi il n'était pas en mesure de déplacer des choses, alors j'ai attendu dans un silence stupéfait pendant une seconde avant de reprendre la parole, mais cette fois-ci avec plus de conviction. Sérieusement, c'est assez important, alors tu peux aller le chercher pour moi. Il s'est d'abord montré très méfiant, puis un sourire s'est dessiné sur son visage. Vous êtes le type qui était ici tout à l'heure avec Bruce, n'est-ce pas? Oui, entrez. Bruce est en train de rencontrer un fournisseur, mais vous pouvez l'attendre dans la salle de repos si vous voulez. Je ne pense pas qu'il en ait pour longtemps. Une demi-heure tout au plus. Ensuite, il m'a raccompagné à la chambre à un rythme lent, me laissant avec une tasse de café et la télécommande de la télévision. Dans ma stratégie planifiée à la hâte, j'allais affronter Bruce directement et prétendre avoir la preuve que lui et Olivia se trompaient. S'il n'avouait pas immédiatement, je l'avertirais que Mindy et la famille le découvriraient. Je supposais que si Bruce était infidèle à Olivia, il avouerait immédiatement, sinon, je devrais simplement supporter la honte. Je pourrais peut-être prétendre qu'il s'agit d'une blague. Tout en faisant les 100 pas dans la pièce, je préparais mentalement mon discours, y compris les parties où je mentionnerais que j'avais une vidéo ou des photos, ou même que j'irais jusqu'à prétendre qu'Olivia avait avoué. J'ai commencé à jeter des coups d'œil involontaires dans la pièce en pensant à la confrontation imminente. J'ai décidé de chercher des indices après avoir parcouru brièvement les périodiques et les chaînes de télévision. Peu à peu, je me suis rendu compte que cette salle de repos était l'endroit idéal pour tricher au magasin et que, si c'était le cas, ils utiliseraient probablement le canapé usé que je ne cessais de contempler. Je fixai le canapé pendant quelques minutes, rempli d'un mélange de colère et de peur. Il avait l'air d'avoir connu des jours meilleurs, il était vert pois délavé, avec quelques taches de café et une déchirure dans le tissu d'une manche. Il aurait dû se trouver dans une friperie ou une décharge. Mon pouce est légèrement accéléré lorsque j'ai soulevé un coussin et remarqué qu'il y avait un lit pliant avec des draps. J'ai ouvert le lit d'un coup sec après avoir vérifié que Bruce était toujours dans son bureau. Les draps étaient partout, froissés et mal entretenus, avec quelques taches jaunies plus profondes à l'endroit où se trouverait une tache humide due au sexe. Le lit semblait avoir une ou deux taches de rouge à lèvres et dégageait une légère odeur de parfum. En jetant un coup d'œil sous le canapé, j'ai remarqué des débris sur le sol. J'ai donc tendu le bras pour attraper des objets sur la moquette souillée en dessous, en enfonçant mon bras droit dans la zone située en haut du lit. Au bout d'un certain temps, j'ai réussi à récupérer un stylo, 37 cents de monnaie, une tasse à café cassée, un tube de gelée KY épuisé et un ticket de caisse d'un restaurant. Là, au bas du reçu, se trouvait la signature d'Olivia, fluide, gracieuse et incriminante, d'un restaurant mexicain où elle avait déjeuné. Je comprends maintenant que le reçu n'était qu'une preuve circonstancielle et qu'il aurait été facile de lui trouver une explication à l'aide d'un certain nombre d'histoires ou d'excuses.
Mais le fait de l'avoir trouvé a dissipé le dernier nuage qui subsistait dans ma mémoire, et les détails tatillons sur ses bleus, l'utilisation de sa lingerie et les horaires de ses réunions du mardi se sont assemblés pour brosser un tableau clair d'une femme infidèle et d'un beau-frère abruti. Soudain, j'ai regretté d'avoir essayé de faire chanter Bruce pour qu'il avoue. J'étais consciente qu'une confrontation risquait de brouiller les preuves dont j'avais besoin pour prouver la liaison, voire de la rendre difficile à prouver. Maintenant que je savais quand et où leur infidélité avait le plus de chances de se produire, je pouvais probablement recueillir les informations, les preuves, dont j'avais besoin pour en être sûr. Furieuse, le cœur battant la chamade et la mâchoire serrée, j'ai quitté le lit et me suis affalé sur le canapé. De toute ma vie, je n'avais jamais été confronté à un tel niveau de trahison, j'avais été exploité à quelques reprises dans le cadre d'accords commerciaux et même d'une partie de cartes. Au moment où j'étais sur le point de crier, de pleurer et d'enfoncer mon poing dans le mur, j'étais également sur le point de hurler. Mais finalement, un seul désir intense a émergé de ce tourbillon émotionnel. Le désir de vengeance. Après une brève période de calme, j'ai commencé à évaluer ma situation d'un œil objectif et serein. Une fois que j'ai eu des preuves indiscutables, j'ai réfléchi à la manière dont je pouvais profiter des faiblesses de Bruce et de ma femme pour apaiser mon orgueil malmené. Au début, j'ai voulu frapper Bruce, mais dans mon imagination, cela ne pouvait que me conduire en prison. J'ai brièvement envisagé de refuser le prêt et d'exiger un remboursement rapide de tout mon solde. Mais alors que j'envisageais d'obtenir un financement auprès d'une banque agressive, je me suis souvenu d'une chose que Bernie m'avait déjà dite. Si vous deviez de l'argent à quelqu'un, en particulier à quelqu'un qui ne se souciait pas de vous, il vous tenait fermement, vous avait-il prévenu, alors ne le faites pas. Je veux l'attention de Bruce. Bruce était debout et serrait la main du fournisseur lorsque j'ai jeté un coup d'œil vers son bureau. Après avoir échangé des sourires et des signes de la main, il a raccompagné le fournisseur jusqu'à la porte et s'est rapidement dirigé vers la salle de repos. Et, Mike, tu as oublié quelque chose. Tu as besoin de plus d'informations? En riant, j'ai secoué la tête. Écoute, Bruce, j'ai bien réfléchi et je veux te dire que j'ai peut-être donné une mauvaise impression plus tôt dans la journée. J'espère vraiment que tu comprends que je pense que tu es un excellent homme d'affaires et que tu as un vrai gagnant avec ce magasin. Mais en partant, je me suis rendu compte que j'avais peut-être fait passer le mauvais message en demandant à Well. Quels étaient vos plans d'urgence si les choses ne se passaient pas comme vous le souhaitiez? Puis il a retrouvé le sourire. Oh, non, Mike, j'ai compris. Tout bon homme d'affaires poserait les questions difficiles. Très bien, très bien. Je veux juste m'assurer que vous savez que j'aime vraiment ce que vous faites ici. De plus, tu es de la famille et je dois sentir que ce n'est pas seulement un investissement sûr, c'est aussi la bonne chose à faire pour toi en tant qu'ami et membre de la famille, ainsi qu'en tant que bon homme d'affaires. Je ne voulais donc pas que tu rentres chez toi sans savoir que j'ai l'intention de faire tout mon possible pour obtenir cet argent pour toi et je ne peux pas imaginer que nous ne l'obtiendrons pas. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai pas cette somme sur mes comptes personnels, alors je vais devoir demander un retrait du fonds fiduciaire, mais franchement, je suis pratiquement certain que je pourrai faire plier Bernie et que nous obtiendrons l'argent pour toi. Pendant que je parlais, l'expression enthousiaste de Bruce s'élargissait à mesure qu'il écoutait. Oh, ça a l'air génial. Je te le dis, cette affaire est sur le point de décoller, alors ce prêt est aussi sûr avec moi qu'il l'est à la banque. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne m'inquiète pas du tout, Bruce. Bernie devra rédiger une sorte d'accord, bien sûr, puisqu'il insistera pour protéger la confiance avec des garanties et tout le reste. Je devrais être en mesure de vous le soumettre pour signature d'ici quelques jours. À moins que cela ne vous pose un problème, je pense que vous aurez l'argent dans la semaine. Je suis arrivé le lendemain matin, j'ai claqué la porte derrière moi et je me suis effondré sur une chaise dans le bureau de Bernie. Bernie, qui prenait des notes au téléphone, a levé un doigt pour signaler qu'il serait bientôt disponible pour discuter. Alors qu'il mettait fin à l'appel, j'ai tressailli d'inconfort, et il a dû le remarquer puisqu'il m'a regardé avec curiosité avant de demander « Alors, Mike, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Mike, qu'est-ce qui te rend si nerveux ce matin ?» Je baissai légèrement la tête et me raclai la gorge pour parler. « Bernie, je pense que je vais avoir besoin d'accéder à la fiducie pour un prêt assez important. Je suppose que cela ne devrait pas poser de problème, alors. Quel type de prêt souhaitez-vous? Et à combien s'élèverait-il? » Il a réveillé son ordinateur à l'aide de la souris, puis a cliqué sur quelques icônes pour faire apparaître une feuille de calcul décrivant les actifs du trust. J'ai craché ma salive et je me suis approché. Écoutez, Bernie, avant de commencer à remplir la paperasse, la première chose que j'attends de vous, c'est une confidentialité absolue. Bien sûr, je suis toujours. Non, écoutez, je veux que vous compreniez que c'est inhabituel, et que vous pourriez être tenté d'en parler à cette ou à quelqu'un d'autre au travail ou dans la famille.
Je ne veux pas que quelqu'un d'autre que toi et moi comprenne ce que j'essaie de faire exactement. Une réponse fut amorcée, mais il se tordit sur sa chaise, fronça les sourcils et se montra hésitant. Mike, si c'est illégal. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. En fait, je veux que vous créiez un document qui soit le summum de la légalité infaillible. Tandis qu'il inclinait la tête, j'ai persisté. Je veux prêter de l'argent. Je veux que vous rédigiez les papiers du prêt. Je veux que les conditions du prêt soient très claires. Je veux que le prêt soit garanti de manière appropriée par l'entreprise à laquelle je prévois de le prêter et je veux que les pénalités en cas de non-paiement soient très, très clairement définies. On dirait que vous vous attendez à un défaut de paiement. Comme si vous vouliez piéger le gars. Plus ou moins. Alors, qui voulez-vous piéger et pourquoi? Après une petite pause, je me suis enfin exprimé et j'ai croisé son regard. Je veux piéger mon beau-frère Bruce. Le pourquoi, c'est Olivia. Étonnamment, il a arqué un sourcil et a répondu à demi-mot avant de fermer définitivement sa mâchoire. Enfin, il attrapa une bouteille d'eau posée sur son bureau et tout sauta. Êtes-vous, sûr de cela? En réponse, j'ai dit, très. Je suis professeur. J'ai personnellement remis le document à Bruce pour qu'il l'examine et le signe dans la semaine qui a suivi sa création. En tant que cousin, il a demandé à son petit avocat moustachu, Tim Sowers, de s'asseoir avec nous pour examiner les documents. Sowers a commencé par dire « Ok. J'ai examiné le dossier hier soir et c'est à peu près ce que j'attends d'un prêt entre entreprises. Mais il y a 2 ou 3 choses que je voudrais souligner, Bruce, avant que vous ne signiez, d'accord ?» Bruce, tel qu'il est, se comportait agréablement et naïvement en affichant un sourire fade. Bien sûr, laisse-moi avoir l'info Tim. J'ai eu l'impression de sentir une bouffée de mépris émaner de Sowers qui étudiait Bruce avec attention, comme s'il était conscient du manque abject de sens des affaires de Bruce. Ok, tout d'abord. Ce prêt s'élève à 425 000 $ et doit être remboursé sur 7 ans. Vous avez là un taux assez standard. Le remboursement commencera immédiatement, à raison d'un peu plus de 6 000 $ par mois. Bruce acquiesce. Le montant réel que vous recevrez n'est que de 365 000 $, car nous consolidons ce prêt avec celui que vous avez contracté il y a quelques années. Mike va récupérer ses 60 000 $ et vous aurez le reste. D'accord? Capis, dit Bruce avec un air de supériorité et un soupçon d'italien. Tim lui jette un coup d'œil et pousse un petit gémissement. D'accord, alors. Le prêt est garanti. Il est lié à votre entreprise ainsi qu'à une propriété située près de Keokuk. C'est la chasse au canard? Tout en s'adressant à Sowers, Bruce répond, oui. Il a ensuite fait un geste vers Bernie. Cela n'arrivera pas. Les affaires marchent très bien. C'est ce que je pense. Bernie Black semble le penser. Il sourit et me fait un signe de tête, et Mike le pense aussi. N'est-ce pas Mike? Il a ensuite poursuivi, mais cela n'arrivera pas. J'ai répondu par un « oh, oui » exubérant. Bruce m'a montré les livres et je pense qu'il a un gagnant. Mon visage s'est illuminé. Mais je ne sais pas si vous connaissez Bernie, mais il est très, très conservateur et envisage toujours le pire des scénarios. Il veut être absolument sûr que le trust est protégé, donc il est important pour lui que si, pour une raison impossible, l'entreprise s'effondre, il y aura quelque chose d'autre pour rembourser ce trust. Après avoir froncé les sourcils, Sowers fixe son regard intense sur Bruce. Vous comprenez que si vous manquez à vos obligations, vous pourriez très bien perdre l'entreprise au profit de la fiducie? Peut-être même le terrain de chasse au canard? C'est dans la famille depuis un certain temps. Bien sûr. Bruce semble vouloir montrer à Sowers qu'il a bien compris l'avertissement et qu'il le traite avec le sérieux qu'il mérite. Je comprends les ramifications. C'est sûr. Mais, honnêtement, je suis très confiant dans l'entreprise et je pense qu'il est beaucoup plus sûr de prendre ce prêt que d'essayer de gérer l'entreprise sans lui. Vous comprenez qu'en l'espace de 3 mois de paiements insuffisants, les pénalités commencent à s'appliquer. N'est-ce pas? Avec un sourire en coin qui trahissait notre compréhension commune, il a répondu, bien sûr, je comprends. C'était comme s'il savait que je ne laisserais jamais Bernie appliquer une sanction pour une infraction qui ne serait pas la plus grave. Pour lui rendre l'appareil, je me suis contenté de sourire. Je suis professeur. Quand Olivia est rentrée à la maison, elle était folle de joie. Elle n'a cessé de répéter à quel point l'entreprise de Bruce allait être prospère, maintenant qu'il disposait du capital nécessaire pour résoudre les problèmes les plus importants. J'ai failli dire ce que je m'apprêtais à dire, à savoir que Bruce était le plus gros problème et que l'argent ne pouvait pas le résoudre, mais je me suis retenu. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, la présence d'Olivia m'a permis de m'abstenir de tout commentaire sur le sens des affaires de Bruce. Mes émotions, qui oscillaient quotidiennement entre la tristesse, la colère et le dégoût en pensant à sa liaison,
allait devoir être contrôlée si je voulais mettre fin à mon mariage comme je le souhaitais, car j'avais besoin de connaissances supplémentaires, et cela prendrait du temps. Il est devenu difficile de dîner avec elle sans se mettre en colère, et j'ai essayé de repousser les rapports sexuels chaque fois que c'était possible. Lorsque j'étais bloqué, je devais me souvenir d'une relation sexuelle très désagréable datant d'il y a des années. Pour les vacances de printemps, lorsque j'avais 18 ans, un groupe d'amis et moi avons fait le trajet jusqu'à San Diego. Nous sommes allés à Tijuana une nuit pour nous défouler. Nous nous sommes retrouvés avec des prostituées après avoir bu et regardé des émissions sexuelles très explicitées, pour être honnête, dégoûtantes. Je me suis retrouvé avec une femme d'une trentaine d'années qui avait manifestement eu une vie difficile. Elle n'était pas attirante, et je suis sûr qu'elle était encore pire que dans mes souvenirs, car ma perception de la beauté était certainement troublée par mon taux d'alcoolémie élevé. Malgré tous mes efforts, j'avais de sérieuses réserves à l'idée de la mettre au lit et je trouvais des raisons de ne pas le faire. Mes amis, quant à eux, me critiquaient vivement, critiquant mon orientation sexuelle, ma virilité et tout ce qui se trouvait entre les deux. Je me suis forcé à jouer la comédie, j'ai bu rapidement, j'ai serré la mâchoire et je l'ai suivie dans une pièce sombre et malpropre au-dessus du bar, où nous nous sommes mis au travail. J'ai découvert qu'il fallait agir comme si elle était inanimée, comme si elle n'était qu'un objet sexuel, afin d'accomplir la tâche qui m'était confiée. Malgré le bruit, l'exiguïté de la pièce, le linge sale et l'odeur étrange qui se dégageait d'elle, j'ai fini par faire l'amour avec elle. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, chaque fois qu'Olivia et moi avions un rapport sexuel, je l'imaginais comme ce tueur en série. Je relevais mon nez émotionnel, je fermais les yeux et je lui martelais la même chose que j'avais martelé à cette pauvre Mexicaine toutes ces années auparavant. Rien de tendre, pas d'affection, juste un besoin biologique. Olivia, sans surprise, a pris note de ce changement et l'a évoqué dans la conversation, exprimant son désir d'une forme de sexe plus tendre et plus romantique avant que nous ne nous couchions pour la nuit. Cependant, elle a semblé apprécier le martèlement et l'a même considéré comme une amélioration par rapport à nos expériences précédentes. Je suppose que dans une incarnation antérieure, elle aurait été riche en profitant des visiteurs américains à Tijuana. Je suis professeur. Il a été presque aussi simple que je l'avais prévu d'obtenir une preuve irréfutable de l'affaire. Toute la journée, il y avait beaucoup de monde dans le magasin, qui réparait des choses, car Bruce utilisait une partie de l'argent pour entreprendre des rénovations mineures. Un lundi matin, environ un mois après avoir reçu les fonds de ma part, Bruce a placé une caméra et un dispositif d'enregistrement dans l'une des lampes au-dessus du canapé de la salle de repos. J'avais la bonne idée que personne ne s'en apercevrait jusqu'à ce que, 2 jours plus tard, l'électricien, qui avait $500 dans sa poche arrière, les retire à nouveau. Comme je pensais avoir compris ce que Bruce et Olivia préparaient, je m'attendais à être prêt pour ce que la caméra allait montrer. Assis dans mon bureau, avec une collation et une boisson, j'avais prévu d'observer la situation avec autant d'objectivité que possible, comme dans un film. Il s'avère que savoir que sa femme a une liaison est mauvais, mais qu'en être témoin est encore pire. Un véritable cauchemar. J'avais abîmé mon bureau, vomi 2 fois, fracassé un presse-papier contre la porte du bureau, consommé tellement de scotch que je ne pouvais pas rentrer chez moi au moment où la cassette s'est terminée. Tout se passe comme prévu en ce qui concerne les détails. J'ai fait une avance rapide jusqu'au début de l'après-midi de mardi et j'ai commencé à regarder sans relâche jusqu'à ce que je voie une femme en tenue bleue sortir de nouveaux draps d'un grand sac fourre-tout et déplier le canapé. J'ai rapidement ramené l'enregistrement à sa vitesse initiale et j'ai confirmé, avec un sentiment de tristesse, que la femme était en fait Olivia. Après avoir changé le linge, elle a sorti du sac une bouteille de vin et 2 verres. Assise sur le bord du lit, elle retira sa robe bleue, la plia soigneusement et l'a mis dans le sac. Elle a ensuite attendu, vêtue de bao, de sous-vêtements à la française et d'un soutien-gorge extrêmement transparent, pour lire un livre. C'était étrangement irréel, et cela m'a rappelé une performance artistique particulière que j'ai vue à New York il y a quelque temps, où une jeune femme légèrement vêtue lisait des poèmes bizarres du Nouvel Âge devant un public qui semblait plus intéressé par ses seins que par la poésie elle-même. Olivia a posé son livre, a souri et s'est levée pour embrasser Bruce qui entrait enfin dans la pièce. Elle lui a ensuite donné une petite poussée et l'a réprimandé pour l'avoir fait attendre. Ils ont ri à ce qui ressemblait à une vieille blague lorsqu'il a répondu que son problème était qu'elle avait hâte de venir. Après un bref baiser, Olivia a saisi sa ceinture, déboutonné son pantalon et l'a descendu jusqu'à ses chevilles. Lorsque j'étais avec Olivia, il était très important que nous finissions tous les deux ce que nous avions commencé. J'ai donc été un peu surpris qu'il ne le fasse pas. Tandis qu'il s'adonnait silencieusement aux retouches, chacun attendant l'étape suivante, j'ai eu l'impression que c'était leur routine habituelle. J'ai senti l'entrée d'Olivia en même temps que l'extase de Bruce, vers la 10e minute, à la façon dont elle a rejeté brusquement la tête en arrière. Bruce est resté en elle quelques instants en silence,
puis il s'est mis sur le côté et ils se sont embrassés pendant un moment. J'étais plus indigné et blessé que lorsqu'ils ont fini, et je respirais plus fort qu'eux. J'ai décidé à ce moment-là de ne jamais pardonner à ces deux infidèles, car les images qu'ils m'avaient montrées avaient laissé une marque irréparable dans mon esprit. Au lieu d'essayer de sauver mon mariage, j'étais soulagé d'avoir une stratégie pour y mettre fin. Dès que j'ai vu qu'ils discutaient sur l'oreiller, je me suis penché en avant pour désactiver la vidéo. Bruce était allongé sur le dos, Olivia sur le côté, la tête appuyée sur son coude droit, et elle esquissait paresseusement des dessins sur sa poitrine. Ils se sont souri agréablement et se sont regardés en chuchotant doucement. L'idée d'utiliser le magasin de meubles comme un nid d'amour de fortune commençait subtilement à titiller Olivia. Bruce s'est agenouillé et a donné une réponse. Si nous utilisons un hôtel, nous laisserons des traces et nous avons failli nous faire prendre en utilisant l'une ou l'autre de nos maisons. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Olivia a haussé les épaules. Je sais, mais vraiment, j'aimerais qu'on ait un autre endroit pour jouer. Je n'aime pas cette chambre et changer les draps sales de la semaine dernière avant de faire l'amour n'est pas très inspirant. Bruce sourit en s'étirant et en lui tapotant doucement la joue. Eh bien, nous pourrions toujours nous enfuir ensemble. En retour, Olivia laissa échapper un rire, ce qui amena Bruce à prendre un air pensif, son sourire commençant à s'estomper. Sérieusement, Liv, as-tu déjà regretté d'avoir épousé Mike? Je veux dire, j'aime Mindy, et c'est une bonne épouse. Mais parfois, je ne sais pas, penses-tu qu'il aurait été préférable que, peut-être, toi et moi nous nous soyons mariés à la place? Olivia s'est déplacée dans son lit de façon à être presque assise, les genoux remontés sur ses seins et le dos appuyé sur le canapé. Avant de répondre, elle a jeté à Bruce un long regard contemplatif. Allez, Bruce. Combien de fois devrons-nous en parler? Ce que nous avons est spécial. Très spécial. Mais, non, je ne pense pas que cela aurait été mieux si nous nous étions mariés à la place. Nous aurions été très heureux ensemble, bien sûr, mais j'aime aussi Mike et tu aimes Mindy. Si nous étions ensemble, il n'y aurait que nous. Mike est un homme très monogame et il ne développerait jamais une relation avec moi si j'étais marié et je ne pense pas que Mindy aimerait beaucoup cela non plus. Tandis que sa main droite caressait la poitrine de Bruce, elle se pencha et l'embrassa sur le visage. La vérité, Bruce, c'est que les gens comme toi et moi ont un plus grand don pour l'amour. Nous pouvons aimer plus d'une personne à la fois et nous devons aimer plus d'une personne. C'est une bonne chose pour nous. Mais Mindy et Mike ne sont pas comme ça. Leur tendance à se limiter signifie qu'ils ne pourront jamais faire ce que vous et moi faisons. Ils ne seraient jamais capables de garder leurs émotions intactes et de satisfaire tout le monde. Ma colère a atteint son paroxysme à ce moment-là, et j'ai jeté mon presse-papier par la porte du bureau. Je suppose que je n'ai pas su reconnaître l'orgueil démesuré, l'illusion et la nature égoïste de ma femme en raison de l'amour que je lui portais et peut-être parce qu'elle était la seule femme à m'avoir jamais aimé. Pour elle, elle avait en quelque sorte élevé son comportement malhonnête au rang de vertu. De toute évidence, un acte qui accroît l'amour dans le monde n'est pas quelque chose qui symbolise un coup de poignard dans le dos de son mari légitime. Quelque chose qui était à la fois dans son droit et dans ses obligations morales. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un canapé de mon lieu de travail et le lendemain matin, j'ai rempli tous les documents nécessaires. Je suis enseignante. Le lendemain soir, Olivia m'a rejoint chez moi, les mains croisées sur les hanches et le visage boudeur. Où étais-tu hier soir? J'étais morte d'inquiétude. Tu n'as pas appelé, tu n'as pas envoyé de texto, tu ne m'as donné aucun indice sur ce qui se passait sur. D'une main levée, je l'ai brièvement arrêté. J'étais au travail hier soir. J'étais livré, je n'ai pas pu rentrer en voiture, alors je suis resté là-bas. Elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Tu t'es saoulé? Au travail? Elle a continué, et j'ai simplement hoché la tête et souri. J'étais sur le point de contacter les autorités lorsqu'elle m'a demandé, tu aurais pu m'informer de ce qui se passait. Et que faisais-tu à boire au travail? Elle a maintenu son regard intense tout en posant la question, son interrogation trahissant son profond désarroi. Je suis passé devant elle sans réagir pour me rendre dans le salon, où je me suis effondré sur le canapé, j'ai posé mes pieds sur la table basse et j'ai ouvert mon porte-documents. Alors que nous nous dirigions vers le salon, Olivia soupira de frustration et s'assit furieusement dans un fauteuil en face du canapé. Et, que diriez-vous de quelques réponses, Mike? Bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi tu as bu autant pendant ton service. Tu te souviens de la nuit d'hier? Qu'est-ce qui se passe? En fouillant dans ma mallette, j'en ai sorti quelques dossiers que j'ai posés un par un sur le canapé à côté de moi. Excuse-moi, Liv, mais j'ai besoin d'un moment pour rassembler ces documents. Je me suis penché en avant, j'ai retiré mes pieds de la table et je les ai replacés dans la pile de documents. Avec un mouvement rituel de frottement des mains,
comme en prévision d'un délicieux dîner, j'ai jeté un coup d'œil à Olivia et j'ai souri. D'accord, commençons. Quoi? Quoi? Commencez maintenant. Oui, après l'expérience d'hier soir. Hier soir seulement? Je sentais qu'une pointe d'anxiété commençait à s'insinuer dans le comportement d'Olivia, car son attitude belliqueuse laissait rapidement place à quelque chose de plus calme lorsque je rentrais à la maison. Au moins, pourriez-vous m'expliquer ce que vous avez fait hier soir? Excusez-moi. Une vidéo a attiré mon attention. Alors, quoi? Oui, j'étais un peu pompette parce que je regardais la vidéo où Bruce et toi faisiez l'amour sur le canapé de sa salle de repos, et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Tu sais. Tandis que je rendais à Olivia son mince sourire dénué d'émotion, son expression passait de la perplexité à la détresse, puis au choc, à la peur et à la perplexité. La mâchoire d'Olivia bougeait par petits mouvements spasmodiques, s'ouvrant et se fermant à peine, mais elle ne pouvait pas faire de bruit, et ses yeux allaient des papiers sur la table à la porte et revenaient à moi, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un ou quelque chose vienne tout arranger. Elle finit par parler. Mike, je ne comprends pas. S'il te plaît, redis-moi de quoi tu parles. Olivia, dépêche-toi. Tu ne dois pas être très intelligente. J'ai montré les papiers sur mon bureau et j'ai dit, je parle de la fin de notre mariage. J'ai continué, je parle de toi et de Bruce et de ce que vous avez fait hier et tous les mardis depuis au moins 1 an. J'attendais qu'Olivia dise quelque chose, mais elle a sursauté et s'est brièvement couvert les lèvres avec sa paume. On peut trouver une solution, Mike. J'ai l'impression que je peux te l'expliquer. Après avoir sorti un DVD de son emballage, je l'ai fait glisser sur la table vers Liv et j'ai dit, oh, je crois que je comprends Liv. La nuit dernière, j'avais rassemblé beaucoup d'informations qui allaient m'aider à comprendre. Un trésor absolu d'informations fraîches concernant ma merveilleuse femme et mon aimable beau-frère. Elle recula légèrement, fixant le DVD comme s'il s'agissait d'un serpent dangereux, et ne tenta pas de le prendre. D'accord, Liv, je vais te donner cette copie. Je la garderai secrète pour toi, mais j'ai gardé la mienne pour le moment où j'en aurai besoin et pour que je puisse en savoir plus sur ta vision de l'amour et de l'engagement. Elle s'est levée et a commencé à se mettre debout, comme pour s'approcher de moi, cependant, j'ai tendu la main et l'ai arrêtée, et elle s'est rassise. Après s'être brièvement mordu la lèvre, elle m'a regardé directement et a repris la parole, cette fois-ci plus lentement et plus délibérément, dégageant un air de fausse confiance que je suppose être une tentative de masquer les tremblements de sa voix. Écoute, Mike, il faut que tu relativises et que tu réfléchisses. Comme nous avons des priorités, des intérêts, des compétences et des valeurs différents, il serait contre-productif que tu détruises nos vies. Malgré nos différences, je t'aime et j'ai toujours été prête à travailler avec toi pour trouver une solution. Je prie pour que. L'interrompant avec un grognement moqueur, j'ai demandé, des valeurs et des talents différents. Liv, je suis presque sûr que tout le monde est coupable de tromper son mari, alors je ne vois pas pourquoi tu crois que c'est un talent. Capacité. Je pense que le bon mot est capacité. J'ai une grande capacité d'amour et je peux aimer et j'ai aimé avec succès plus d'une personne à la fois. À part les conventions dépassées sur l'amour et les relations, il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas ou ne doive pas exercer ma capacité. Elle a levé les yeux de son bureau pendant une seconde avant de me rendre son regard. Le talent, c'est mal. Arrêtez, s'il vous plaît. Honnêtement, tu me fatigues avec tes excuses. Je comprends que tu penses avoir une capacité spéciale qui te donne le droit de tricher, de mentir et de coucher à droite et à gauche alors que tu es censé être fidèle. Mais vraiment, c'est juste une mauvaise excuse, Liv. Tout le monde peut avoir des relations romantiques avec plus d'une personne à la fois. Cela ne fait pas d'eux des amants avec plus de capacité. Cela fait juste d'eux des infidèles. L'Olivia pleine de remords et accommodante disparut en un instant, remplacée par une mégère féroce, agressive et totalement sûre d'elle. Vous m'accusez d'être infidèle, me crache-t-elle. Eh bien, je suppose que je le suis, de votre point de vue. Cependant, permettez-moi de vous rappeler que mon amour pour vous et Bruce n'a jamais été diminué ou réprimé. Par conséquent, je n'ai jamais trompé mes émotions ou compromis mes sentiments ou mes actions afin de me conformer à un code médiéval qui stipule que je dois limiter mes relations à une seule personne. Alors, oui, je peux vous paraître infidèle, mais quand je me regarde dans le miroir, je suis tout à fait à l'aise avec ce que je vois. Je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait, aucun. Sa respiration était rapide et passionnée, son visage et sa poitrine rougissaient, et ses yeux brillaient d'un regard qui me mettait au défi. Je me suis donc lancé et je l'ai fait. C'est comme ça que tu veux vivre ta vie? Avoir des relations informelles avec des tas de types différents, aimer un type un jour et un autre le lendemain? Je respecte cela, mais prétendre que tu n'as pas triché ou que tu n'as pas été malhonnête est complètement faux. Tu ne m'as jamais dit que tu avais couché avec Bruce, et tu sais très bien que je ne le ferai pas. Tu le sais.
Elle a senti ma chaleur et a essayé d'éviter mon regard, mais je me suis tourné vers elle pour que mes yeux rencontrent les siens et j'ai continué. Vous avez donc choisi de mentir par omission. La plus grande omission de vérité que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as fait croire, ainsi qu'à presque tout le monde, que nous étions un couple lié exclusivement l'un à l'autre. Mais tu es parti et tu as commencé ou continué à faire l'amour avec Bruce, en cachant du mieux que tu pouvais tes aventures dans un magasin de meubles bon marché. Tu as dit des mensonges, tu as vécu dans le mensonge, et quelle que soit ta philosophie conjugale bizarre, cela fait de toi une infidèle. Elle était visiblement bouleversée, des larmes coulaient sur ses joues et sa mâchoire était serrée, elle était plus en colère qu'attristée, et elle secouait lentement la tête en signe de désapprobation de ce que j'avais dit, bien qu'elle semblât ne pas savoir quoi dire. J'attendais une réaction de sa part, mais n'en obtenant aucune, je sortis de l'impasse en approchant le document d'elle. Lisez-le. Prends un avocat. C'est juste. Elle a enfin pris la parole. Et si je ne veux pas divorcer? Eh bien, je suis désolé de l'entendre, Liv, mais tu devras y faire face. J'ai pris une brève minute pour me ressaisir avant de poursuivre, mais tu ne seras pas seul. Ce soir-là, j'ai pris mes affaires et je me suis dirigé vers un nouvel appartement plus proche de mon lieu de travail, mais je n'ai pas perdu de temps pour redevenir ce que j'étais après avoir perdu Olivia. Quelqu'un qui est occupé par son travail et ses affaires et qui n'a pas beaucoup de temps ou d'intérêt à passer du temps avec les autres. Beaucoup de gens voyaient le nombre d'heures que je passais à travailler et trouvaient cela terrible. Cependant, j'étais bien conscient que si je restais à l'intérieur, mes pensées iraient à Olivia et à sa liaison. Je m'inquiétais constamment de savoir si elle pensait à moi ou si elle avait une relation intime avec Bruce. Sortir de mon mariage le plus vite possible était ma seule option, alors j'ai plongé tête baissée dans ma carrière. La plupart des gens qui m'ont connu dans le monde des affaires se seraient attendus à une négociation longue et combative pour parvenir à un accord, car c'est ma tendance habituelle dans n'importe quel type de compétition. Pour des raisons de rapidité et de propreté, j'étais prêt à payer le prix du retard, de l'interaction et de l'inconfort. J'ai menacé de retirer mon offre d'assistance continue et de verser une somme forfaitaire importante à Olivia si elle n'acceptait pas un divorce rapide. Je suppose qu'au fond de moi, j'espérais qu'elle ne serait pas d'accord, que nous pourrions trouver un moyen de sauver le mariage, de rejeter la proposition et de nous battre pour notre union. J'espérais qu'elle donnerait la priorité aux perspectives précaires de notre mariage plutôt qu'aux préoccupations financières. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Mon mariage a pris fin 60 jours plus tard, après qu'elle a accepté les conditions à contre-ségur, malgré ses réserves. Je suis enseignant. Plusieurs mois après la finalisation du divorce, Bruce, comme prévu, a commencé à prendre du retard dans ses paiements. Après avoir reçu les avertissements nécessaires, il a reçu une lettre désagréable de Bernie l'informant que nous allions commencer à prendre l'argent de toutes les manières possibles. Subtilement, il a demandé un délai supplémentaire pour payer, a contacté Bernie par téléphone et par courrier électronique, lui donnant des justifications et des assurances. Bernie a reçu l'ordre de jouer les durs, et nous avons tous deux accepté d'utiliser nos droits et de commencer à collecter les garanties dès que la loi le permettrait. J'ai accédé à la demande de Bruce de nous rencontrer en personne la veille d'une séance d'entraînement. Je savais qu'il était sur le point de jeter l'éponge parce qu'il était prêt à tout faire, même à voler de parfaits inconnus, pour tenir les loups à distance. J'espérais qu'Olivia serait celle qui fournirait le financement. J'attendais la réunion avec impatience. Nous nous sommes réunis dans mon bureau après les heures de bureau. Bien que la plupart des secrétaires soient déjà partis pour la journée, mon assistante, Chérie, est restée dans le bureau extérieur pour être prête à s'occuper de toute la paperasserie nécessaire. Bruce est entré dans mon bureau en tremblant, plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. Il m'a serré la main, la paume humide de transpiration. Olivia se tenait derrière lui, presque timidement, et j'ai été surpris de la voir. Il ne faisait guère de doute dans mon esprit qu'Olivia était là pour tenter de renforcer les perspectives de Bruce en faisant appel à mes liens affectifs passés. Elle était assise plus près de moi que de Bruce, portait l'un de mes vêtements préférés et affichait un sourire radieux. Consciente du danger de céder à mes désirs, j'ai brutalement réprimé le besoin d'aller vers elle, de la prendre dans mes bras et de l'embrasser. Au lieu de cela, je me suis contenté de faire une grimace et de reconnaître son existence en grognant. Je dois avouer que son arrivée m'a un peu décontenancé. J'avais prévu cette rencontre depuis une éternité, mais je ne m'attendais pas à ce qu'Olivia se présente, et j'avais peur que sa présence ne fasse échouer mon projet de la lier au défaut de son amant. Après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que sa présence rendrait peut-être le résultat plus satisfaisant, et je me suis donc abstenu de me plaindre ou même d'exiger qu'elle attende à l'extérieur. Bruce a commencé par faire un effort pour me faire la cour. Il m'a serré la main, m'a fait un grand sourire et a commencé à me parler de son désir d'arranger les choses, de son désir que je sois heureuse, de son espoir que je comprenne son estime pour moi et de son chagrin pour la façon dont les choses s'étaient passées.
Je n'arrivais pas à croire qu'il semblait vouloir se remettre avec nous, comme si nous pouvions redevenir amis. J'ai changé d'avis. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai coupé son petit discours aussi froidement que possible, sans même broncher. Bruce, je t'en prie, arrête ça. Tes excuses n'ont aucun sens pour moi, d'accord? Il se recula sur sa chaise comme si je l'avais frappé, il noua ses lèvres, inspira profondément par le nez et hocha la tête pour montrer son accord avant de recommencer. Très bien, je suis désolé, Mike. Passons aux choses sérieuses. Il m'a fait le coup du silence, comme s'il s'agissait de notre réunion, comme s'il pensait que je devais prendre les devants, mais j'ai simplement tendu les mains dans un geste d'espoir, attendant qu'il développe. Malgré ses bonnes intentions, il était temporairement incapable de rembourser le prêt, alors il se lécha anxieusement les lèvres et passa une main tremblante dans ses cheveux avant de continuer à bafouiller. Il a dit que Bernie était très exigeant et qu'il ne pensait pas que je comprenais la pression qu'il exerçait sur lui pour qu'il paie. Ensuite, il m'a expliqué que l'entreprise était sur le point de faire un retour en force et qu'il serait capable de se relever rapidement. Enfin, il a tenté de me convaincre que ma situation financière s'améliorerait si je prolongeais son délai. Tout en m'enfonçant dans mon fauteuil, j'observais le sourire anxieux de Bruce, la perle de transpiration qui se formait sur son front et le tremblement instable de sa paume droite lorsqu'elle se posa sur la table en face de nous. Bruce, si tu n'étais pas un grossier personnage, j'envisagerais de te donner un sursis. Il s'apprêtait à objecter lorsque je levai la main pour l'en empêcher, ses yeux étaient écarquillés de choc et de détresse. Allez Bruce, tu dois te rendre compte qu'il est presque impossible de faire confiance à un homme qui a couché avec sa belle-sœur mariée sans réfléchir. Tu dois te rendre compte que demander une aide financière au mari de cette même femme est ridicule. Olivia se racla nerveusement la gorge et intervint d'une voix éplorée tandis que Bruce s'agitait mal à l'aise sur sa chaise. Mike, s'il te plaît, tu ne peux pas punir Bruce parce que... Je suis absolument libre de faire ce que je veux, Olivia, dis-je avec colère, en lui jetant un regard implacable. Et pourquoi es-tu ici? J'ai pensé que je pouvais t'amadouer pour que tu restes dans le coup. Je tiens encore à toi, et je pensais que... Je lui parle et l'interromps brusquement. Tu te trompais. Honnêtement, ta présence ne fait que me rappeler comment toi et Bruce venez de me trahir. Alors rendez service à Bruce et à vous-même, asseyez-vous, essayez d'être joli et limitez vos commentaires au strict minimum. Son menton s'est froncé et des larmes sont montées à ses yeux, mais elle s'est pliée à ma demande et s'est adossée à sa chaise en silence. Bruce était à nouveau au centre de mon attention. Ok Bruce, c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez rembourser en temps et en heure, selon un calendrier strict, où je commencerai à mettre en place une procédure de redressement, pour obtenir ce que je peux des actifs garantis. Bruce faisait un mouvement de tête très énervé. Allez, Mike. Tu ne peux pas m'enlever mon entreprise. Tu ne peux pas. Je peux le faire et je le ferai si vous ne payez pas, Bruce. Je vous conseille de trouver l'argent. Demande de l'argent à ta famille. Trouvez une banque. Vendez quelque chose. Je m'en fiche. Trouvez l'argent ou je prendrai ce que je peux. Mais, vous savez que les banques ne me prêtent pas, sinon je me serais adressé à elles dès le départ. Et ma famille ne peut pas m'aider. Ils n'ont pas ce genre d'argent. Bruce a croisé mon regard inébranlable. Tu n'as pas besoin de me dire que ta famille n'a pas d'argent, je sais qu'elle en a. Non, ils n'en ont pas. Ils m'aideraient s'ils le pouvaient, mais ils ne le peuvent pas. Et elle? J'ai demandé, en déplaçant rapidement mon pouce vers Olivia. Tu lui as demandé de l'argent? Bruce s'est assis. Liv? Liv n'a pas. Cela m'a fait rire. Bien sûr qu'elle en a. Je lui ai fait un chèque de 150 000 $. Elle a beaucoup d'argent. N'est-ce pas Olivia? J'ai fait un sourire en coin à Olivia et Bruce lui a jeté un coup d'œil curieux. J'avais raison, il n'avait aucune idée de la somme forfaitaire. Tout à coup, elle est devenue anxieuse, presque malade. Eh bien, oui, je le sais mais j'ai besoin de cet argent. Cette fois, je me suis surpris à rire à gorge déployée. Mon Dieu, Liv. Quand tu m'as convaincu de prêter de l'argent à Bruce, tu as dit que c'était un investissement, sûr. Je m'en souviens. Alors pourquoi attendre? Tu te moques de moi si tu ne penses pas que Bruce peut sauver sa société ici. Ne penses-tu pas que c'est ton travail de me persuader qu'il en vaut la peine financièrement? Pourquoi ne considères-tu pas qu'il s'agit d'un investissement valable si tu penses qu'il est bénéfique pour moi? Je lui faisais un sourire diabolique et anticipé. Elle prit une grande inspiration, jeta un coup d'œil à Bruce, puis reporta son attention sur moi. Après une longue inspiration, elle redressa le dos et déclara, d'un ton presque rebelle, qu'elle pouvait largement combler le manque à gagner pour l'instant. Bruce s'éloigna d'elle avec un peu plus d'assurance et Olivia, les épaules affaissées par la déception, après qu'ils eurent échangé un léger sourire.
J'avais une dernière mise en garde à leur faire en leur ouvrant la porte. La méthode m'est indifférente, Bruce. L'argent est tout ce dont j'ai besoin. Vous aurez votre argent. Il m'a asséné un coup de poing en retour. Olivia semble préoccupée. Je suis professeur. Pendant les quelques mois qui ont suivi, j'ai continué à chercher du réconfort dans mon travail. J'ai conservé mon attitude professionnelle et mon efficacité tout en évitant toute forme de discussion personnelle. Je préférais travailler seul ou éviter toute situation sociale. Chaque petite chose, même le chèque mensuel de Bruce, arrivait sur mon bureau, et je ne pouvais m'empêcher de penser à ma femme, à sa trahison. Un frisson doux amer m'envahit lorsque j'encaissais le chèque, c'était comme si j'avais réussi à faire descendre en enfer avec moi les personnes responsables de ma souffrance. Lorsque Mindy m'a contacté, les choses ont empiré. Elle m'a contacté par téléphone et par courrier électronique à plusieurs reprises. J'ai été un peu choqué d'apprendre que Bruce et Olivia lui avaient avoué leur liaison, probablement avec une version diluée, et qu'elle l'avait très mal pris au début, mais qu'elle avait fini par leur pardonner. Elle a laissé entendre, ce qui m'a choqué et déçu, qu'elle avait soupçonné qu'ils étaient amants et qu'elle avait élaboré un plan pour que Bruce et Olivia puissent continuer à se voir. Plus décevant encore, elle s'est efforcée de me persuader d'envisager de renouer avec Olivia. À la fin du deuxième appel, j'étais certain de l'avoir laissée en larmes à cause de mes réponses caustiques et hâtives. Après cela, elle a cessé de me contacter. Le coût émotionnel pour Bruce et Olivia a été beaucoup moins élevé que je ne l'avais prévu, comme l'a montré la tolérance apparente de Mindy. Mon pire cauchemar était que le magasin devienne magiquement rentable, que Bruce rembourse Olivia et sa dette, et qu'ils soient tous satisfaits du résultat, financièrement et émotionnellement. Que tout le monde m'abandonne et qu'il secoue la tête en pensant à ce vieil homme misérable qui n'avait aucune idée de ce qu'était l'amour à notre époque. Mes craintes n'étaient pas fondées. Je suis un enseignant. 9 mois après ma rencontre avec Bruce et Olivia, les meubles qui étaient entreposés ont été détruits dans un incendie. L'incendie, qui a déclenché 2 alarmes, a fait la une des journaux télévisés de la nuit et a mis en danger les bâtiments voisins. Bernie m'a immédiatement contacté pour discuter des implications de l'histoire, qu'il avait vue avant moi. Convaincu que la fiducie avait gaspillé une somme d'argent considérable, il était furieux que j'ai accepté de prendre ce risque. Je l'ai rassuré en lui disant que les propriétés avaient de la valeur rien qu'en raison de leur emplacement, et j'ai également proposé de payer personnellement la dette en cas de défaut de paiement. Cela l'a apaisé. La compagnie d'assurance a rapidement refusé de payer après avoir découvert des accélérateurs, et les enquêtes concernant l'incendie ont été simples. Comme l'entreprise ne gagnait pas d'argent, Bruce n'a pas remboursé le prêt et je me suis retrouvé avec un terrain en mauvais état et 35 acres de territoire de chasse aux canards dans le Mississippi. Pendant près de 6 mois, la police a enquêté sur le crime. Grâce à des preuves indirectes, les enquêteurs ont pu monter un dossier solide contre Bruce et Olivia. Ils ont pu prouver qu'Olivia versait des sommes de plus en plus importantes chaque mois pour maintenir le magasin en activité alors qu'il perdait de l'argent. Après de multiples tentatives infructueuses pour obtenir des fonds d'autres sources, Bruce a secrètement lancé un dernier effort pour vendre la société. Cependant, aucun acheteur n'a été trouvé, même avec une forte décote. Bien que les inspecteurs n'aient trouvé aucune preuve qu'Olivia ou Bruce se trouvaient à proximité du magasin la nuit de l'incendie ou qu'ils possédaient quoi que ce soit qui aurait pu déclencher ou accélérer l'incendie, leur affaire reposait sur l'idée qu'ils avaient engagé un professionnel pour mettre le feu au magasin. D'après leurs conclusions, l'ordinateur personnel d'Olivia a fait l'objet de plusieurs recherches comprenant le mot « incendie criminel ». En outre, l'analyse de ses relevés téléphoniques a révélé qu'elle avait communiqué avec 2 personnes condamnées pour incendie criminel, et il a été découvert qu'elle avait retiré 15 000 $ en espèces une semaine seulement avant l'incendie. Olivia et Bruce avaient de bons avocats, peut-être payés avec le peu d'argent qui lui restait, et le procureur a anticipé une confrontation et a entamé une médiation. Il semble qu'ils aient commencé par des allégations d'incendie criminel au premier degré et de fraude, puis qu'ils soient allés plus loin. La défense était ferme dans sa demande d'incendie criminel au 4e degré, une date d'audience a donc été fixée et un jeu de poulet s'est ensuivi. Le premier jour du procès, j'attendais à l'extérieur du foyer en tant que témoin. Un fonctionnaire du tribunal est sorti de la salle d'audience pour annoncer que le procès avait été reporté, qu'ils étaient finalement parvenus à un accord et que nous pouvions tous rentrer chez nous. Je me suis assis sur un banc en bois brut, j'ai lu le journal et j'ai tapé distraitement du pied sur le carrelage. Au moment où je finissais de préparer mes affaires, Olivia et Bruce ont franchi la porte, suivis de 2 policiers et de leur avocat. Malgré quelques journalistes qui leur ont tendu des micros sous le nez, les sujets ont choisi de ne pas réagir et les projecteurs se sont braqués sur leur avocat. Tandis que Mindy et Bruce quittaient la salle avec quelques officiers, Olivia a jeté un coup d'œil dans ma direction et s'est approchée de moi pour parler sans hésitation. Elle devait avoir beaucoup de cran pour m'affronter dans cette situation. « Est-ce que c'est un bon jour pour toi, Mike ?
Est-ce la punition que tu avais en tête, pour toutes mes transgressions? D'un air moqueur, j'ai secoué la tête et gloussé amèrement. J'ai souhaité une épouse dévouée et une union prospère. Votre réponse à ma demande devait toujours être négative. En son absence, tout ce que je veux, c'est un paiement. Elle m'a jeté un regard mauvais. Eh bien, vous n'allez pas obtenir cela maintenant, n'est-ce pas? Oh, j'en ai récupéré une partie et j'ai le magasin. Un rire s'échappe de ses lèvres. Et comment allez-vous l'utiliser? Ça fume encore? Vous seriez surpris de voir ce qu'un homme d'affaires compétent peut faire avec un bon terrain, même fumant. Son nez s'abaissa et son expression devint un peu plus sérieuse. Elle inspira longuement et attendit une seconde avant de poursuivre. Et vous vous sentez mieux maintenant? Tout seul? C'est tout seul? Engagé dans votre travail pour une durée indéterminée? Avec un sourire complice, elle me regarde. C'est vrai, je te connais. Sortir et rencontrer de nouvelles personnes est quelque chose que tu trouves incroyablement répugnant, et je comprends ça. Écoute, Liv, je suis sur l'affaire. Je me suis soucié de toi, mais je veux aussi que tu saches qu'il y a d'autres femmes dans le monde. Elle rayonne d'assurance. Je ne suis pas du tout d'accord. Cependant, je suis d'avis que vous ne parviendrez pas à trouver un, comment vous appelez ça, vous les hommes d'affaires? Exactement la même chose. Je vous manquerai, quoi que vous en pensiez. Je me suis agenouillé à côté d'elle et lui ai parlé doucement. Je me sens peut-être seul, mais je te garantis que tu ne te sentiras pas seul. L'avantage, c'est que vous vivrez en étroite collaboration avec un groupe de femmes, ce qui vous permettra de partager votre amour généreux avec elles. Et tout le monde en profitera. Ma dernière remarque a soudain mis Olivia en colère, et elle s'est éloignée de moi comme si j'étais radioactive. Son expression était celle du mépris, et ses yeux brillaient de rage. Elle prit plusieurs longues respirations, sa poitrine se soulevant violemment à 2 reprises avant qu'elle ne perde son sang-froid. Espèce de nabo moralisateur, égocentrique et émotif. Alors que les flics la traînaient loin de moi vers la sortie, elle a poussé un cri strident. Comme moi, tu finiras au fond. Vendue, elle aussi. Mariée à ton travail. Un flot de tristesse m'envahit en la voyant me hurler dessus, réalisant que son amour pour moi s'était totalement estompé, ne laissant place qu'à une animosité méprisante. Me retenant de réagir d'une manière qui révélerait ma douleur, je me suis forcé à sourire finement et j'ai dit quelque chose en réponse à son langage publiquement dur. Mais elle a continué sa tirade comme si je n'avais rien dit. Je serai bientôt libre et sortirai de ma cellule de prison, mais tu resteras ici toute seule, en espérant que je puisse t'emmener avec moi. Quand, dans quelques années, tu seras marié à une ex-secrétaire ennuyeuse, tu regretteras de ne pas avoir accepté. Sa tirade a été interrompue lorsque la porte s'est refermée sur elle. En quittant le palais de justice, j'ai pivoté et je suis parti. Je suis enseignante. J'ai marché jusqu'au terrain brûlé et j'ai réfléchi à ma vie puisque mon après-midi était libre pour le procès et que je n'avais pas de rendez-vous ou de réunion. Je luttais également contre un sentiment croissant de mélancolie et d'isolement. Je regardais autour de moi, pensant toujours à ce que je pourrais faire avec les débris, tandis que la température chutait et que le vent fouettait ma veste et me brûlait le visage. L'idée d'essayer de réparer les choses m'a traversé l'esprit, mais j'étais aussi enclin à vendre, à oublier la déception et à continuer à faire ce que j'avais toujours fait. C'était la solution la plus prudente et peut-être même la plus sûre. Pourtant, j'étais conscient qu'il existait un autre choix. Ce serait une aventure pour moi de repartir à zéro, peut-être même d'ouvrir un nouveau magasin de meubles. Il m'est venu à l'esprit que je pouvais m'essayer à la vente de meubles à l'endroit même où Bruce avait échoué. J'ai envisagé d'en faire un spectacle public clinquant, avec de nombreux panneaux d'affichage, des publicités et d'autres supports promotionnels que ni Bruce ni mon ex ne pourraient ignorer. J'irais même jusqu'à l'appeler Olivia S. et à organiser de nombreuses braderies pour bien faire passer le message. Les choix que j'allais faire avec le terrain ressemblaient beaucoup à ceux que je faisais dans ma vie, inconsciemment. Il s'est avéré qu'Olivia avait raison à mon sujet. Avant de la rencontrer, ma seule tendance sociale était de m'isoler, de rester à l'écart des relations risquées et de me concentrer sur ma carrière. Une vie de sécurité financière mais de peu de bonheur semblait m'être destinée, alors que je m'enfonçais davantage dans mon inévitable déclin vers l'oubli. Une fois de plus, je reprenais mes vieilles habitudes et faisais ce qui me semblait sûr. Alors que je continuais à réfléchir à mon avenir et aux choix qui s'offraient à moi, je me suis assis sur un bloc de béton et j'ai regardé autour de moi. Je voulais changer et être différent, mais j'avais peur d'abandonner les routines qui m'avaient défini et aidé à réussir. J'étais sur le point de retourner à mon bureau, de laisser les choses se mettre en place et de reporter ma décision à un autre jour, lorsqu'un rayon de soleil de fin d'après-midi a traversé les nuages et les bâtiments de l'autre côté de la rue, éclairant un mur couvert de graffitis. Le béton et la calligraphie ont pris une apparence éthérée lorsque la lumière s'est reflétée sur le mur dans une teinte orange brûlée.
Le texte était lisible et présenté en grandes lettres blanches. Go for it. J'ai toujours pensé que les personnes superstitieuses étaient stupides de laisser des signes ou des habitudes dicter leur vie en fonction de petites choses objectivement insignifiantes. Ces mots m'ont semblé être un message divin alors que j'étais assis sur une dalle de béton froide en novembre. Mon assistante a été appelée lorsque j'ai pris mon téléphone portable et composé le numéro du bureau. Le nouveau centre commercial qui a fait couler beaucoup d'encre a été conçu par quel cabinet d'architectes, chérie? Celui avec les fontaines et tout le verre. Hammer quelque chose je pense. Pendant quelques instants, elle vérifie tout en fredonnant doucement pour elle-même. Hammerstone, je suis d'accord. Il semblerait qu'il soit basé à Chicago. Ok, écoutez, pourriez-vous m'arranger un rendez-vous dès que possible? Elle marqua un temps d'arrêt. Sommes-nous, building quelque chose? J'ai ressenti un élan d'assurance en examinant le terrain et en imaginant mentalement le nouveau magasin. Oui, je pense que c'est le cas. Très bien. J'ai compris, monsieur. Avez-vous besoin d'autre chose en particulier? Alors que je me mordais brièvement la lèvre, mon regard revint sur le graffiti de l'autre côté de la rue, où la phrase « Go for it » était écrite une fois de plus. Oui, chérie, j'ai autre chose à te dire. Tu te souviens de Brenda, la grande blonde qui représente ce faux Jean? Chère Brenda White, je crois. Oui. Plus chérie semblait choquée, plus je me demandais si elle croyait que j'allais faire une dépression nerveuse. Pouvez-vous me donner son numéro? Oui, bien sûr, patron. Dois-je la contacter en votre nom? Oh, non. Non, c'est moi qui l'appellerai. Je vous remercie.